L'iPhone en France, c'est la fin. Franchement, ça pourrait être le titre de cette vidéo, hein. D'ailleurs, c'est peut-être devenu le titre en fait, parce que finalement, je trouve ça pas si mal. Mais le constat est réel, un vrai combat de titans a lieu en ce moment entre Apple et la France. Enfin, plutôt l'Union Européenne de manière générale. Et c'est à cause de quelque chose dont on a déjà parlé maintes et maintes fois ces derniers temps, les régulations, qui sont devenues vachement plus violentes au fil des années, hein. Et là, Apple vient de lancer une de ses plus grandes armes, Siri AI, plus puissant, plus intelligent, plus modulable, mais pas dispo chez nous. Qu'est-ce qui se passe alors pour que ce soit autant compliqué de nos jours? Est-ce qu'avec tout ça, il n'y aurait pas un monde où Apple pourrait ne plus rien sortir en Europe du coup? Genre, est-ce que l'iPhone 17 pourrait être le tout dernier iPhone qui pourrait fouler nos terres? J'espère que vous avez gardé la boîte, hein, car il va devenir collector. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on va donc parler du futur d'Apple, notamment avec la WWDC qui vient d'arriver et le fait que beaucoup de fonctionnalités d'iOS 27 ne verront jamais le jour ici, ce qui présage possiblement d'un futur funeste pour la plupart des prochains produits de la firme. Ah bah quand l'iPhone 18 sera annoncé uniquement aux États-Unis et pas en Europe, vous allez être cloué sur votre chaise. J'espère pour vous qu'elle est confortable, hein. Et si c'est pas le cas, cela peut être intéressant de se pencher sur ce que propose Libernovo qui sponsorise la vidéo. J'ai déjà pu vous parler de ces derniers avec la Libernovo Omni et ils viennent de sortir deux nouveaux modèles dans cette série, la version Pro ainsi que la version SE. Ici je suis donc sur la Libernovo Omni SE, une version plus entrée de gamme de la Libernovo Omni qui garde les fonctionnalités phares comme le dossier bionique FlexFit et ses 8 panneaux souples, mais pour un prix encore plus attractif. Fini les chaises auxquelles vous devez vous adapter, ici c'est cette dernière qui le fera avec son système de support dynamique et son ajustement manuel à votre morphologie. Ces 5 inclinaisons vont aussi permettre d'adapter la chaise à ce que vous faites, si vous avez besoin de vous concentrer, si vous voulez vous relaxer ou même si vous voulez faire une sieste, le dossier pourra aller de 105 à 160 degrés. Avec tout ça, la chaise s'adapte à votre posture tout au long de la journée car elle change tout le temps cette posture. Les recherches montrent qu'elle varie 13 fois par heure et donc si on reste assis 8 heures devant son bureau, ça fait 104 changements de posture en moyenne. Mais je sais que beaucoup se disent que ces chaises ergonomiques ne sont pas faites pour eux car ils sont un peu trop costauds. Et bien justement, Libernovo a aussi pensé à vous avec une nouvelle gamme, la Maxis série. Là on n'est pas du tout sur une chaise plus large pour être plus large, non, elle est réellement pensée pour une morphologie différente. Ici le siège a une profondeur de 52 cm, ce qui est adapté aux tailles allant jusqu'à 2 mètres et peut supporter jusqu'à 181 kg. Tout en gardant évidemment tout ce que propose Libernovo sur ses modèles plus classiques, hein, le support dynamique, les 5 modes d'inclinaison et vu qu'ici j'ai la version Maxis Airflow, on profite même d'une ventilation sous le siège qui est aussi présente sur la Libernovo Omni Pro et qui permet donc de vous garder au frais grâce à un ventilateur pouvant tourner jusqu'à 4000 tours par minute. Couplé avec le nouveau tissu danois Gabriel Atlantic Fabric ainsi que la base en alliage d'aluminium haut de gamme, vous serez dans le futur. Vous pouvez profiter de prix exclusifs pour le début si vous passez commande avant le 31 juillet, donc si ces dernières peuvent vous intéresser, ça peut être le moment de foncer. Cliquez donc sur le lien en description juste en dessous pour voir tous ces modèles plus en détail et c'est certain que vous trouverez le modèle qui saura répondre spécifiquement à vos besoins. Et en plus vous pouvez vous la faire livrer directement chez vous pour l'utiliser chez vous. Oui, ça paraît assez normal ça, mais bon, la livraison chez soi pour ce genre de truc, peut-être que ça n'arrivera plus jamais en France. Mais c'est quoi encore cette théorie farfelue qui fait que justement il y aurait plus jamais ces produits ici? Eh bien car Apple n'est pas très forcément friand de l'Europe, hein. Et bon, je pense que si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous le savez, car on a pu en parler maintes et maintes fois sur ces dernières années. Et ouais, hein, la pomme a toujours eu énormément de mal à se conformer aux régulations qu'on lui impose, et fait tout pour essayer de les contourner un maximum, hein, on va clairement pas se mentir. Comment ne pas parler du port USB-C des iPhones qui n'est arrivé quand même qu'à partir de l'iPhone 15, hein, soit il y a seulement 3 ans, alors que l'Union Européenne les somme de faire ce changement depuis facilement plus d'une décennie. Ou encore même en France où, rappelez-vous, on avait carrément une boîte spéciale uniquement pour chez nous jusqu'à l'iPhone 13 pour pouvoir y rajouter des écouteurs. Et ça car c'était obligatoire avec les téléphones qui sortaient chez nous. Ouais, vraiment on a été très longtemps les côtes, hein, pour les casse-couilles of all time, mais bon, force est de constater qu'en soi on a fait bouger pas mal de choses. Et l'USB-C c'est encore une fois une très bonne chose que ce soit arrivé là-dessus et c'est très bien qu'on les ait forcés. Mais le fait est que ce combat a maintenant sacrément déraillé des régulations. Et ça notamment car maintenant il est porté par deux noms dont on parle depuis bientôt 3 ans, le DMA et le DSA pour Digital Market Act et Digital Service Act. Mais c'est surtout le premier qui rend zinzin Apple comme jamais. Et pour cause, il a pour but de casser les monopoles technologiques et de stimuler la concurrence. En gros ce que veut faire le DMA c'est de forcer à ouvrir les systèmes, ce qui est pile poil l'inverse de la philosophie d'Apple qui fait tout pour vous enfermer dans une prison dorée. Attention, il y a du bon et du moins bon à ça, hein. Mais pareil, on a déjà parlé maintes et maintes fois, donc je vous inviterai à regarder une vidéo qui parle de cette philosophie d'Apple avec la fiche qui se trouve en haut à droite. Et donc oui, avec ce passif et cette philosophie, le fait est que depuis début
début 2024, le DMA est une cible privilégiée, donc Apple bien entendu. Et on va pas se mentir, mais on sent que c'est quand même un peu devenu le bouc émissaire avec le temps, hein, et ce règlement a notamment forcé Apple à changer 1 milliard de trucs déjà depuis qu'il est arrivé. Et en vrai, il faut le dire, hein, ils ont déjà accepté énormément de concessions, hein, on va pas leur enlever ça. Comme par exemple le fait de vous laisser choisir votre navigateur par défaut quand vous démarrez votre iPhone pour la première fois, ou encore le fait de pouvoir utiliser la puce NFC de l'iPhone pour des applications de paiement autres qu'Apple Pay. Ça, ce sont des actions qui sont maintenant possibles grâce au DMA justement. Dites-vous que même le fait de pouvoir désinstaller les applications de base d'Apple, c'est aussi une demande du DMA. Genre, vous le savez peut-être pas, hein, mais maintenant il est possible de désinstaller complètement les applications de fichiers ou d'appareils photo qui sont à la base là-dedans quand même. On peut même désinstaller totalement l'App Store et donc ne plus avoir l'App Store là-dessus. Votre smartphone devient une brique si vous le faites pour l'App Store, vu que du coup vous pourrez plus rien télécharger ou mettre à jour. En vrai, ça peut être une farce intéressante à faire aux collègues que vous aimez peut-être pas trop et qui a laissé comme code de verrouillage pour son truc que ce soit 4.0 ou 1.2.3.4. Moi je dis ça juste comme ça, hein, c'est histoire de faire de la prévention et au moins il fera attention la prochaine fois à avoir un mot de passe fort pour le prochain iPhone qu'il achètera. Bon, après, désolé de casser le plan que vous venez d'avoir en tête, hein, mais Apple a quand même fait un peu gaffe à ça et ne vous laisse aller qu'au bout du processus de désinstallation uniquement si vous avez un magasin d'applications alternatifs, comme par exemple cette app dont j'ai déjà pu vous parler par le passé. Mais justement, ça permet de rebondir sur le premier point qui a réellement rendu Apple fou par rapport au DMA, c'est le fait que maintenant n'importe qui peut proposer son magasin directement sur l'appareil de la pomme. Et là pareil, on en a beaucoup parlé, avec un Apple qui a mis des règles absurdes de monétisation sur les magasins tiers, ce qui pouvait faire littéralement couler des développeurs indépendants, à coup de sommes fixes à payer si les gens téléchargeaient gratuitement leur application. Ou encore la société Epic qui était aussi venue dans la bataille à vouloir forcer comme jamais l'arrivée de son propre magasin et le fait que Fortnite revienne sur l'App Store. Ce qui fait que ce feuilleton est devenu assez mondial, hein. Bref, un vrai bazar, et ça aussi on a déjà parlé. Je vous remets encore une fois une fiche en haut à droite si vous voulez voir ça. Oui, je sais, ça fait beaucoup de devoirs à rattraper, hein, mais si vous étiez abonné à la chaîne depuis longtemps, vous n'auriez clairement pas du retard sur le programme scolaire. Encore une fois, c'est gratuit pour le faire, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge et à activer la cloche, comme ça n'arrivera plus jamais. Bref, avec cette histoire de laisser les concurrents ouvrir leurs magasins sur les iPhones, l'Union Européenne a dépassé les limites pour Apple. Qu'on les force à supprimer une application ou alors le fait de pouvoir changer le navigateur par défaut. Allez, passe encore. Mais alors, toucher au sacro-saint 30% de frais qu'Apple touche lors de chaque transaction sur l'App Store, alors ça jamais. Et c'est donc là le vrai début de la guerre. Surtout qu'en plus, ils ont perdu pas mal de procès dans cette histoire. C'est donc à partir d'Apple Intelligence annoncé fin 2024, leur IA maison qui permet d'avoir les superbes Genmoji qui font que je fais des cauchemars maintenant chaque nuit en les voyant, qu'ils vont commencer à dire bon, les Européens, vous nous cassez les gnocchis, hein, en sortant la fonctionnalité en retard chez nous, soit en avril 2025, donc 6 mois plus tard quand même. Et attention, il y a quelque chose d'important à noter sur la sortie d'Apple Intelligence, c'est que rien n'a changé justement sur tout système et a juste fait plier l'Union Européenne ici, en invoquant notamment le fait que son IA délègue parfois les questions à ChatGPT ou encore à Gemini plus récemment. Et donc c'est bon, pas la peine d'être relou avec Apple Intelligence. Et donc là, Apple a commencé à voir que l'Europe peut céder. Car là en vrai, Apple Intelligence est absolument pas plus ouvert qu'à sa sortie, hein. Car ok, il peut appeler d'autres IA quand même, mais bon, c'est quand même Apple qui choisit toujours derrière. Et on n'est pas vraiment sur ce qu'on appelle une concurrence ouverte, hein. Et donc justement, avec ce report d'Apple Intelligence qui a pris 6 mois, les autres fonctionnalités qui ne sont pas sorties en Europe au premier temps, ne sont toujours pas sorties aujourd'hui. Et là, on parle de bientôt 2 ans quand même. Et oui, il y a des trucs qui datent de fin 2024 qui ne sont toujours pas disponibles ici aujourd'hui. Et qui ne seront disponibles jamais si aucun des deux acteurs de ce conflit ne change ses positions. La première fonctionnalité est sortie fin 2024 est l'iPhone Mirroring et la seconde le SharePlay avancé, deux features qui permettent d'avoir l'écran de son iPhone directement sur son MacBook et une permettant même de contrôler le smartphone d'un proche directement sur FaceTime. Et ça donc pour pouvoir l'assister. Ce qui est en vrai extrêmement utile pour les personnes âgées par exemple. Mais bon les retraités français ils vont aller se faire voir hein, parce que chez nous ce n'est absolument pas disponible. Et ça pour une unique raison, parce que si Apple voulait proposer le smartphone Mirroring, et bien justement en Europe, ils devraient l'autoriser depuis un téléphone Android vers ses MacBooks, ce qui serait donc un affront à leur philosophie de l'écosystème fermé. Car oui, du coup, les deux personnes en haut qui sont en train de se plaindre font que du coup l'enfant que nous sommes derrière, n'avons rien par la suite. Et malheureusement, y a pas que Apple qui bloque des features chez nous à cause de ça, comme par exemple à l'instar d'un mode AI chez Google qui n'existe toujours pas en France. Et ici d'ailleurs, c'est même pas juste en Europe, mais c'est uniquement en France qu'on n'a pas le mode AI et je trouve ça juste délirant. Oui, je sais, là on rentre un peu dans un hors-sujet, mais vraiment, ça me rend dingo à quel point les recherches Google sont devenues archaïques dans l'Hexagone à chaque fois que je voyage dans un autre pays. Et quand je dis que les recherches sont archaïques en France, je rigole pas parce qu'on a même perdu des trucs, comme
Google Maps qui n'existe juste plus chez nous, ou en tout cas l'intégration qui est devenue vraiment moins bonne. Et oui, cette régression est aussi là à cause de l'Union Européenne. Mais justement, de régression de produits, on risque d'en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Et c'est pas le coup de grâce que vient de sortir Apple, qui m'a motivé d'ailleurs à faire cette vidéo, qui va me faire dire le contraire. Siri AI, le tout nouvel assistant dopé d'Apple, qui peut prendre le contrôle de votre smartphone de façon bien plus poussée. Ou aussi lire votre écran pour comprendre le contexte. Bref, un réel assistant virtuel avancé. Enfin, en tout cas dans la promesse, car je vous avoue comme ça que j'ai pas trouvé les démos très folles, mais ok, on est sur un début de technologie qui certes avait finalement déjà été présenté il y a 2 ans, mais rien ne marchait vraiment au point qu'Apple se prenne plein de procès pour publicité mensongère en ce moment. Mais hey, si ça marche aujourd'hui, bon tant mieux, au moins ça fonctionne aujourd'hui. Mais pas chez nous encore une fois. Car désolé, mais nous on va continuer à se taper le Siri débile, car ici aussi ils ne se sont pas embêtés à mettre en place une version Union Européenne friendly de leur nouvelle mouture. Et donc oui, c'est interdit d'ailleurs uniquement sur iPhone et iPad, et donc c'est autorisé sur macOS et même visionOS. Car aux yeux de l'Union Européenne, ces dispositifs ne sont pas des contrôleurs d'accès, et donc du coup n'ont pas réellement un monopole comme peuvent l'avoir les 2 autres dispositifs, en tout cas les 2 autres technologies surtout qui utilisent ces dispositifs. Car en gros, ce qu'ils appellent un contrôleur d'accès, c'est un système qui est utilisé par tellement de monde qu'il est obligatoire pour une entreprise tierce de l'exploiter pour toucher une partie non négligeable du public européen. L'Europe a donc décidé de réguler ces systèmes pour qu'ils ne fassent pas la loi à la place de la loi, ce qui en soi à la base est assez louable. Et donc ici, iOS est considéré tel quel car c'est un système sacrément répandu. Et donc pourquoi macOS et visionOS c'est pas le cas? Eh bien parce qu'en réalité ils sont flopesques ces 2 systèmes. Ah non, c'est pas une vanne, mais c'est une vraie règle du DMA assez claire. Il faut qu'il y ait plus de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans l'Union Européenne pour être jugé donc comme un contrôleur d'accès ou un gatekeeper en anglais, ce qui correspond à 10% de la population européenne. Et bon macOS c'est seulement 6 millions d'utilisateurs actifs mensuels, et visionOS, bon j'ai pas les chiffres mais ça doit être 6 grand maximum. Côté iOS, on est plutôt sur plus de 100 millions, soit près d'une personne sur 4 en Europe, ce qui n'est clairement pas rien. Et côté iPadOS, on est à 23 millions. Alors je sais que le niveau des maths a sacrément baissé en voyant le sujet de bac, mais je crois que 45 millions c'est normalement au-dessus de 23. Mais là, ici, l'Union Européenne a fait une exception pour iPadOS malgré des chiffres vraiment divisés par 2 par rapport au requis minimum. Et vous allez voir que des exceptions, ils en font beaucoup, et étrangement de plus en plus au fil des années. Car évidemment, avec 2 features mineures qui sont bloquées depuis maintenant bientôt 2 ans, ça commence à sacrément gronder, et donc les règles sont changées pour qu'il se passe quelque chose, et ça montre une tendance. Et bien qu'aujourd'hui, les grosses sociétés préfèrent parfois priver les consommateurs d'une fonctionnalité que de se plier à une réglementation. Surtout qu'aujourd'hui, ces fonctionnalités-là peuvent être accessibles via un VPN ou un compte américain, donc finalement c'est pas si bloqué que ça pour les utilisateurs avancés. Et donc les régulateurs ils se sentent un peu comme des clowns dans cette histoire vu que tout peut être outrepassé. Après bon, à chacun de voir si ce sentiment doit être légitime ou non, je répondrai pas à votre place. Et donc oui, cette interdiction ça peut paraître assez étonnant au début, car en soi rien ne vous empêche d'avoir accès à un chat GPT, Gemini ou autre sur votre iPhone ou votre iPad. Mais en réalité, le régulateur veut une ouverture supplémentaire sur ces appareils maintenant, l'index sémantique. En très gros, c'est un outil scannant en permanence l'activité locale de votre smartphone, donc vos mails, vos SMS, vos photos, vos notes, votre historique de navigation, votre calendrier et j'en passe, pour ainsi pouvoir utiliser ces données-là à la volée localement pour son assistant personnel. Ce qui lui permet donc d'avoir un contexte permanent et donc d'être le plus personnalisé possible pour vous. C'est vraiment une map de votre vie privée finalement, et donc une map avec tous vos secrets. Vous imaginez bien qu'il faut faire un peu gaffe à qui y a accès, et je peux comprendre l'envie de vouloir la fermer le plus possible côté Apple. Mais côté de l'Union Européenne, ça passe pas. Et en vrai, ouais, je comprends un peu Apple qui n'a pas envie de laisser tout ça disponible à absolument n'importe qui sous prétexte d'ouverture au marché. Là pour le coup, c'est quand même quelque chose d'assez sensible, c'est littéralement toute votre vie privée. Et ça peut donc mettre à mal n'importe quel utilisateur, et ce qui fait que je trouve juste zinzin de vouloir une telle faille, car on pourrait ensuite reprocher à Apple du coup des fuites de données dues à un assistant tiers qui aurait fait n'importe quoi des données aussi sensibles. Car ok, on pourrait se dire oui, ça arriverait pas avec un ChatGPT, avec un Claude, avec un Gemini, etc. Mais il y a aussi plein de petits modèles possiblement moins sécurisés et qui pourraient faire tout fuiter. Pire, on pourrait avoir des virus se faisant passer pour ces fameux chatbots pour siphonner vos données avec la porte royale qu'il y aurait sur votre iPhone. Et sur qui on remettrait la faute derrière? Eh bien sur Apple directement. Donc là franchement, désolé pour moi, mais Apple a un peu raison. Pire que ça, Apple a proposé une solution spécialement à l'Union Européenne, et ça il y a 6 mois dans le plus grand des secrets. Un agent sécurisé pour l'accès à ces données. Et honnêtement, je trouve la solution assez intéressante, car ici cela permettrait donc à Apple de pouvoir laisser un accès à ces données de manière ultra chiffrée, et donc de permettre aux concurrents de les utiliser pour pouvoir vous proposer leurs propres assistants virtuels. Alors oui, dans un système pareil, faut quand même faire un peu gaffe, car du coup
coup, Apple reste roi de tout le monde et donc du coup peuvent un peu contrôler le tout et semer la zizanie. Et si Apple fait un peu de zèle et interdit par exemple l'assistant Epic Games car il y a un sacré passif avec Tim Sweeney, bah là oui, il faudrait sévir et ça finirait de toute façon au tribunal. Et encore une fois, au vu de la cible de premier choix qu'est Apple dans cette histoire, je pense même pas qu'il ferait du zèle avec un tel système. Mais bon, rien n'y fait, l'Union Européenne a dit non même à cette alternative. Il faut que ces données soient accessibles par n'importe qui et ça sans l'aval d'Apple. Ouais, je sais qu'on dit souvent que l'Europe est championne dans la fuite des données, mais là littéralement c'est devenu leur job en réalité. Mais bon, pas grave pour les fuites car cette Union Européenne fera tout pour que la concurrence du monde entier dans l'IA puisse profiter de cet index. Vous savez, la fameuse concurrence dans l'IA qui n'est composée que de boîtes américaines. Ouais, c'est vraiment cocasse, hein, à moins qu'on ait envie de mettre Mistral là-dedans, mais bon, on voulait un truc plus intelligent que Siri, pas l'inverse. Bref, pour Apple, c'est donc niette et on en arrive à aujourd'hui. On va donc se faire voir pour Siri AI et on est sur une vraie impasse où personne ne bougera, ce qui fait que désolé, vous n'aurez jamais accès à cette fonctionnalité en France, sauf s'il y a un changement majeur de position de l'un des protagonistes. Mais donc ça veut dire que Siri AI ne sera pas sur votre iPhone et ça même avec iOS 27, ce qui fait que de facto nous achetons maintenant des smartphones qui sont littéralement bridés, avec 2 features mineures et une feature majeure en moins. Et donc avec tout ça, il y a une sacrée réflexion à avoir. Bah, ça va devenir quoi Apple si tous les ans ils commencent à ajouter des fonctionnalités qui sont interdites chez nous? Pourrait-on donc arriver dans un monde où l'iPhone annuel ne sortirait même plus chez nous? Ça peut paraître délirant comme take, hein, surtout au vu des régulations qui sont très axées logicielles, hein, rappelons-le à la base, et qui donc logiquement ne touchent pas le hardware, mais en réalité ne le touchent pas juste directement. Car si le hardware est amputé de son software, bah c'est quoi l'intérêt de continuer à le sortir encore ici? On pourrait prendre un exemple vachement plus frappant hein, que l'iPhone, justement, comme le fameux HomePod. Vous savez, la fameuse enceinte connectée de chez Apple qui fonctionne avec Siri à la base et qui est un petit peu oubliée ces derniers temps. Ce serait pas étonnant qu'Apple propose un nouveau HomePod amélioré, et donc avec Siri AI qui profite de cet index sémantique. Logiquement, ça devrait arriver. Mais si on peut pas y avoir accès et qu'Apple ne fait rien pour que cela arrive, bah ça sera quoi l'intérêt de nous le vendre ce tout nouveau produit alors qu'il fera exactement pareil que l'ancien? Et ça on peut se le dire sur tellement de produits finalement, car finalement aujourd'hui toutes les fonctionnalités phares sont proches de l'IA, car c'est devenu indispensable. Un MacBook Mini M4 par exemple, c'est ultra plébiscité pour faire tourner un agent local. Mais si chez nous on interdit de le faire, bah alors à quoi ça sert de sortir cet ordinateur ici s'il est majoritairement utilisé pour ça? Et donc avec cette pente glissante, bah pourquoi sortir un iPhone ultra bridé aussi en Europe? Aujourd'hui c'est clairement trop tôt pour le dire, et donc normalement on devrait quand même avoir l'iPhone 18, hein. C'est dans 3 mois et en 3 mois et ça risque pas d'escalader à ce point. Enfin en tout cas j'espère une escalade pas aussi rapide, mais le but à terme de l'intelligence artificielle est limite d'être une sorte de super application qui fait tout et qui nous permet de contrôler absolument tout. Mais si côté Apple, bah y a toujours pas le droit d'avoir cette nouvelle super application, bah à quoi bon sortir son smartphone? Vraiment ce qui se passe est dingue et je trouve ça fou qu'aussi peu de gens s'inquiètent de cette situation. Peut-être qu'on peut dire que je suis complètement zinzin. Maintenant, allez dire à quelqu'un il y a 5 ans qu'il y aurait des fonctionnalités qui ne sortiraient jamais chez lui à cause de régulations. Il vous aurait jamais cru. Et pourtant, c'est bel et bien la situation actuelle. Et donc, c'est la faute de qui alors tout ça? C'est qui le méchant et c'est qui le gentil dans cette histoire? Bah, comme d'habitude, il y a énormément de nuances là-dedans. Côté Union Européenne, il est clair qu'on est sur des gens sacrément déconnectés, hein, qui en plus sont assez hautains, je trouve, sur leur communication et qui pensent vraiment parler pour les utilisateurs de ces services. Alors que bon, j'ai plus l'impression que c'est complètement l'inverse. Et clairement, comme à son habitude, l'Union Européenne agit comme s'il était vraiment dans un réel bras de fer contre ces géants américains, en pensant être encore assez fort comme le vieux continent et ses victoires passées. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, il y a un vrai déséquilibre et l'Europe n'est clairement plus aussi sexy qu'antan. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les sociétés se disent « Bon ok, on nous embête pour sortir le produit, bah c'est pas grave, on le sortira pas, plutôt que de faire des concessions. » Et du côté d'Apple, bon, certes, ils ont un peu joué le jeu en essayant de proposer des solutions, certes, ils se sont à peu près pliés à certaines requêtes. Maintenant, bon, ils ont aussi beaucoup joué la montre comme avec l'USB-C où ils font tout pour retarder un maximum ces réglementations en demandant justement des délais supplémentaires. Et surtout, leur but est toujours de vous vendre le plus de produits possible. Ouais, ça reste une entreprise hein, quand même. Et donc en mettant en avant cet index sémantique, Apple savait pertinemment que ça risquait de bloquer côté Union Européenne et donc de frustrer une partie des utilisateurs qui risquent de voter du coup différemment aux prochaines élections. Il faut pas oublier qu'on est sur des boîtes vraiment gigantesques et qui cherchent à faire des effets papillons pour aller dans son intérêt dans 5, 10, 15, 20 ans. Hein. Car je le rappelle, ce Siri AI, bah il est vraiment pas ultra dingo. Ok c'est sympatoche, mais c'est pas du tout une révolution et il y a beaucoup d'acteurs qui font bien mieux comme encore une fois ce fameux Claude Code. Mais bon, l'avantage de le pousser dès maintenant est donc
donc de montrer un nouveau blocage de l'Union européenne, créant donc une mouvance populaire supplémentaire contre ces réglementations de la part des Européens. Et ça avec des pétitions qui arrivent de plus en plus et un mécontentement qui est de plus en plus bruyant. Ça reste encore assez marginal pour le moment, hein, mais au plus ça avance et au plus ça risque encore une fois de gangréner, ce qui arrange évidemment Apple qui joue encore ici la montre. Maintenant oui, il faut évidemment un peu contrôler ce qui est fait de la part des sociétés, hein. Surtout Apple qui a quand même un peu l'habitude d'abuser. Encore une fois, ce fichu USB-C, je sais que j'ai dit 27 fois, mais vraiment ça a été un réel combat important, donc il faut le souligner. Et en vrai, c'est le seul combat qui était vraiment utile à mon sens, hein, mais bref. Mais aujourd'hui, toutes ces réglementations sont devenues limite caricaturales, et les gens qui y travaillent ne savent toujours pas ce qu'ils doivent réguler et comment ça marche. Ouais, j'imagine les fesses-palmes de zinzin des ingénieurs de grosses boîtes qui rencontrent des politiques qui ont changé 50 fois de siège, hein, et qui ont jamais vraiment travaillé. Et parfois, les institutions entre elles sont paradoxales. Genre, on a beaucoup parlé du coup du DMA et de l'ouverture qu'elle doit apporter, mais bon, il y a quand même beaucoup de choses qui vont à l'encontre du RGPD là-dedans, hein, une autre réglementation européenne sur la protection des données cette fois. Bref, là ça devient clairement les 12 travaux d'Astérix. Et donc la réalité est là, au moins on aura de services, au moins on aura de produits à plein potentiel. Au moins on aura de produits à plein potentiel, au moins on aura d'attrait pour ces produits. Au moins on a d'attrait pour ces produits, au moins Apple aura d'intérêt à essayer de nous les vendre. On risque donc de devenir un sacré marché de seconde zone. Et encore une fois, actuellement Apple préfère cette solution-là, car c'est le statu quo qui est préféré malgré des produits bridés et donc forcément moins bons que la concurrence. Et donc peut-être qu'on n'aura même pas l'iPhone Fold ici, qui sait? Si ça se trouve, il y aura même plus de Français ou autres Européens invités à Cupertino si les produits ne sortent plus chez nous. J'espère qu'ils auront bien profité des petits fours les copains, hein. Le fait de ne plus sortir des produits en Europe à cause de régulations trop fortes par rapport aux gains peut paraître farfelu. Pourtant, c'est quelque chose qui a déjà commencé. Tenez, regardez ça par exemple, les fameuses Meta Ray-Ban, hein, que vous connaissez sûrement avec plein de vidéos que vous avez vues de gens dans le métro. Rappelez-vous qu'en fin d'année dernière, le Zuck avait présenté l'évolution de ce truc, hein, les Meta Display avec un petit projecteur à l'intérieur. Dans un système assez fermé d'ailleurs, mais par exemple qui permet d'avoir une map quand on marche comme si on était dans GTA. Et bien normalement, cette nouvelle évolution devait sortir en 2026 chez nous, comme ça avait été annoncé à sa sortie, et finalement, non, il y aura juste absolument rien. Et ça à cause d'une régulation. Même si ici c'est pas la même, hein, mais plutôt sur le fait que d'ici 2027, l'Union européenne impose que les batteries des appareils électroniques portables soient amovibles et remplaçables par l'utilisateur final. Et attention, ça peut être une bonne idée d'avoir un peu le contrôle là-dessus. Mais dans le cas de lunettes connectées, c'est clairement pas une solution actuellement adaptée, et donc on essaie de réguler sans comprendre, et Meta préfère juste abandonner. Et donc avec le temps, cela risque même de faire régresser des produits. Par exemple, logiquement, même ces lunettes connectées, elles ne pourraient même plus fonctionner d'ici peu de temps. Et ça justement à cause d'une autre régulation qui est en train d'être étudiée directement à Bruxelles, et ça pour les petites caméras qu'il y a là-dessus. Ouais, on n'arrêtera jamais, hein, mais peut-être qu'encore une fois, il y a un monde où on force peut-être tout le monde à rajouter une énorme LED à un bruit sonore à chaque fois qu'on filme avec ce genre de téléphone, car finalement aussi, on peut pas savoir que quelqu'un est en train de filmer. Encore une fois, ça peut paraître délirant, et encore une fois, c'est pas du tout impossible. Et donc oui, c'est un autre problème qui risque d'arriver, cette fameuse régression des produits qu'on a déjà, hein, comme un autre acteur qui se fait sacrément taper sur les doigts, un certain Google avec son Gemini qu'on voit partout et qui est très souvent lié aux autres services de la firme. Là pareil, pour l'Union européenne, ce n'est pas assez ouvert, et il commence à dire qu'il faudrait donc changer ça. Dites-vous que ça c'est tout chaud, hein, ça date d'il y a 3 semaines, et qu'il y a Apple qui est en train de défendre Google quand même. Mais bon, pas sûr que ce soit une bonne chose, car cela va juste rendre l'Union européenne encore plus têtue je pense. Et donc franchement, un monde où Gemini devient interdit en Europe, c'est pas non plus impossible du tout. Bien loin de là même, hein, car c'est même le scénario le plus probable malheureusement dans les mois qui arrivent. Ça va être beau hein, maintenant qu'on va devoir rédiger nos mails sans intelligence artificielle, car tout le monde a pris complètement l'habitude. Et d'ailleurs, au moment où j'ai écrit cette vidéo, hein, le premier coup de glas a sonné avec Claude de Fable 5 et Claude Mintos 5, les modèles les plus puissants d'Anthropic qui viennent d'être interdits pour tous les citoyens non américains. Et attention, car ici l'interdiction elle est vraiment violente, ou même un étranger aux États-Unis ne peut plus l'utiliser. Donc en gros, même avec un VPN, ça ne fonctionne pas, il faut une vraie vérification d'identité. C'est clairement du jamais vu, et c'est tellement du jamais vu que du coup ils sont un peu pris de court et ont juste complètement désactivé les modèles le temps de mettre cette mesure en place, hein. Là encore on parle de logiciels, mais des produits qui reposent sur ces logiciels, il y en a des tonnes, et surtout ici c'est la porte d'entrée pour que toutes les IA soient juste
inaccessible chez nous. Mais le résultat est juste le même, on va nous priver encore de technologies du présent pour nous laisser sur celles du passé, nous et notre pauvre Minitel. Mais oui, le sujet anthropique, on risque peut-être d'en reparler dans le futur, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser, on essaiera d'en faire une vidéo longue. Et encore une fois, il y a plein de gens qui ont déjà écrit jamais ça peut arriver, c'est un titre clickbait. Mais est-ce que des gens auraient imaginé que Google Maps n'existe plus directement chez nous? Et pourtant, c'est bel et bien le cas, ou en tout cas l'intégration est devenue bien différente et bien naze. Mais bref, de votre côté, vous en pensez quoi alors de tout ce bazar? Est-ce que la gangrène va continuer de progresser, ou alors est-ce que l'un de ses acteurs va se coucher? Au vu de comment évoluent les conflits de manière générale ces derniers temps, je pense que c'est impossible que quelqu'un baisse la tête. Regardez, c'est comme tous les gens qui ont critiqué le cloud gaming et qui aujourd'hui ne veulent pas revenir sur leur avis et admettre que c'est devenu même bon en réalité, car c'est devenu vraiment excellent ces derniers temps. Et d'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo pour vous expliquer à quel point ça a changé en 2026. Je vous laisse aller regarder ça en cliquant juste à côté de moi. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!